Concernant le comité spécial de l'unité canadienne, j'ai le privilège d'être en présence de M. Keith Anderson. Monsieur Anderson, c'est un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Dites-moi, qu'est-ce que c'est exactement ce comité et la raison d'être de ce comité? La raison d'être, il y a une histoire ici, hein? Une histoire qui date il y a 20 ans. C'est la formation de ce comité-là, fondé par un professeur du droit constitutionnel à McGill, Stephen Scott. Et à l'époque, c'était le temps de Jacques Parizeau et le temps du référendum numéro 2, en 1994. Et Stephen Scott et d'autres ont décidé qu'il faut écrire une lettre au premier ministre Jean Chrétien, lui demandant de référer toute cette cause-là, le projet de loi de Jacques Parizeau, à la Cour suprême du Canada. Pourquoi? Parce que on avait, en 80, un référendum sans l'encadrement légal du tout, qui veut dire qu'il n'y avait pas de règles. Comment peut-on faire un référendum sans règles? Sans règles. Des règles ici au Québec, oui, d'une certaine façon, mais pas de règles canadiennes qui gouvernent tout ce cause-là. Et on était en train d'embarquer à un autre référendum en 1995, sans règles, sans loi constitutionnelle qui gouverne le processus. Donc Stephen Scott, comme j'ai dit, professeur de droit constitutionnel à McGill, a dit « c'est pas comme il faut. C'est pas comme il faut. Il faut référer toutes ces questions-là parce que c'était un projet de loi. Hein. C'était pas juste une hypothèse. C'était un projet de loi proposé par un gouvernement séparatiste du Jacques Parizeau. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il a écrit les lettres au nom du comité spécial de l'unité canadienne et Jean Chrétien a dit « Non, c'est pas une question légale, c'est une question politique. Non. Je ne veux pas m'occuper de ça. » C'est ça qu'il a dit. Donc, le moment arrivé, il y avait un référendum, c'était très mince, hein, victoire du fédéraliste. Et j'ai vu sur la télévision l'aspect du premier ministre qui était choqué par ce qui était arrivé. Et ça donnait vraiment, ça donnait cause à ce que Stephen Scott a proposé. Vous parlez du premier ministre du Canada. Oui, absolument. Choqué. Il a gagné, mais c'était si mince. Il a presque perdu le pays. Mais juste entre parenthèses, si on veut se séparer, est-ce que ça ne devrait pas être inclus dans la Constitution qu'on doit avoir, exemple, 80% pour se séparer? On ne peut pas se séparer avec 50%. On ne peut pas. Mais on ne savait pas, hein? Parce qu'il n'y avait pas de règles. Et c'était 3 ans après que la Cour suprême a fait la décision importante sur toute cette question. Est-ce qu'on peut séparer unilatéralement, oui ou non? C'était la question posée par Jean Chrétien. C'était un petit peu en retard, mais enfin, il l'a fait. Et il a reçu la réponse. La réponse de la Cour suprême, c'était non, 50% plus 1, ce n'est pas assez. Ils n'ont pas dit, les juges, le fichier exact. Ils n'ont pas dit. Mais ils ont dit que 50% plus 1, c'est pas assez. Donc, ça prend un super majority, comme on dit en anglais. Une super majorité. Généralement, quand on veut changer une constitution, par exemple, ça prend 2 tiers. Ben, au moins. 2 tiers au moins. Absolument. Et aux États-Unis, 3/4 des États doivent accepter un amendement de la Constitution. 3/4. Sinon, on fait un référendum, une fois pour le oui, une fois pour le non, on va changer gouvernement fédéraliste, indépendant. Oui. Ça doit être vraiment une question de réflexion, une décision sérieuse, et ça prend un amendement de la Constitution. Et c'est ça que la Cour suprême a dit. Non seulement que 50% plus 1, c'est pas assez, mais ça prend un amendement à la Constitution canadienne pour que ça soit légal. Très, très, très important.
Et à part de ça, la Cour suprême a dit que si on divise le Canada, on va diviser le Québec. Alors, on peut séparer le Québec. Oui, oui, petit les morceau. frontières sont sur la table de négociation. Pourquoi? Parce que les Autochtones ont des droits importants. Et malheureusement, les Canadiens oublient qu'il y avait non seulement un référendum au Québec, il y en avait deux. Les Cris, oh non, ont fait leur référendum à eux autres. Si les Autochtones décident de rester avec le Canada, puis à ce que je sache, Montréal jusqu'à l'Ontario, c'est très fédéraliste, Oui. qu'est-ce qui va rester du Québec? La ville de Québec et quelques La petits ville de villages? Québec, des villages et tout le moteur économique de la province du Québec restera avec le Canada. Mais quelle tristesse pour les petits jeunes qui vont oui. grandir. C'est Oui. inacceptable. Oui, mais tu m'as demandé l'histoire du Comité spécial pour l'unité Oui. canadienne. Pendant le référendum, c'est pas bien connu. Pendant le référendum du 95, le Comité spécial de l'unité canadienne était vraiment un comité du non, accepté éventuellement comme une comité. C'était le seul. Un petit subcommittee du comité du non. Mais c'est pas bien connu. On voulait faire les arguments. 50% plus 1, c'est pas assez. Ça prend un amendement à la Constitution canadienne. Les frontières ce nouveau Québec sera sur la table à négocier. On voulait faire exactement ces arguments-là. Pourquoi? Parce qu'avec ces arguments, les Québécois qui disaient « Non, je pense que peut-être c'est une bonne idée, je ne sais pas, oh, je vais voter oui. » Attends un moment. Il y a des enjeux très importants ici. Mais le monde ne savent pas ça, en général. Ça, le monde ne savait pas ça. Faut le dire. Et le comité du non a refusé à notre comité de faire ces arguments. Imagine donc. Ils ont Pourquoi? éliminé nos droits à parler parce qu'ils n'aimaient pas ces arguments. Mais mon Dieu, c'est important. Oui, c'est important. Et il y a la liberté d'expression. Oui. Et est-ce que la liberté d'expression vaut quelque chose pendant un moment du référendum? Mon Dieu, ça devrait être plus que jamais. Plus que jamais. Et le comité dirigé par Daniel Johnson a refusé le droit à notre comité de faire nos arguments pendant la campagne référendaire. Quelle Imagine donc. tristesse. Oui, une tristesse. Vraiment, ça c'est quelque chose. Et l'ironie, vraiment, l'ironie, est que la Cour suprême du Canada a validé complètement, exactement ces arguments que nous voulions faire. Imagine donc. Impossible de faire ces arguments pendant une campagne référendaire, mais tous ces arguments sont des arguments de la Cour suprême du Canada. Qui sont 3 rentrés par ans la après. suite. 3 ans après. 3 Dieu ans merci, après. maintenant. Dieu merci, mais je suis choqué maintenant, 20 ans après. Je comprends. 20 ans après. Avec raison. Oui. Ben, c'est pas la fin de l'histoire. Parce que on était très, très contents du fait que Jean Chrétien, Stéphane Dion ont finalement accepté l'acte de clarté. Ils ont fait adopter ça l'année 2000, suite à la décision de la Cour suprême. Bon. Et immédiatement après, Lucien Bouchard a fait adopter à l'Assemblée nationale ce que j'appelle l'acte d'anti-clarté, la loi 99, bon, qui disait « Oh non, ça ne prend pas un amendement de la Constitution, non, c'est à nous autres à décider, ici au Québec, et juste nous autres, c'est pas une affaire des Canadiens, non, ça ne prend pas un amendement, parle-moi pas de ça, c'est la prérogative du gouvernement du Québec pendant une campagne référendaire de décider si oui ou non on reste au Canada et basé sur un résultat référendaire de 50% plus 1. Mais c'est de la dictature pure et simple. Oui. Et Puis 50 est-ce que plus c'est 100, ça n'a aucun est-ce bon que sens. c'est le respect accordé aux juges de notre pays de faire adopter une loi comme ça? Absolument pas. Non, pas du tout. Donc, comme citoyen personnel, j'ai décidé, non, ça ne va pas ça. Je dois mettre ça, la loi
99 devant les tribunaux. Et c'est exactement ça que j'ai fait. Et qu'est-ce que le gouvernement du Québec a fait? Ils ont dit, bon, lui, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ces arguments. C'est qui, lui? C'est un rien. C'est juste un citoyen. C'est un citoyen, c'est un rien. Donc, on n'accepte pas ça. Et le gouvernement de Québec, on dit, Keith Anderson n'a pas le droit d'aller devant les tribunaux et faire des arguments comme ça. Et ça a pris 13 ans. 13 ans. Tout ça pour ralentir le processus de la vérité. Oui, 13 ans. Mais enfin, les tribunaux ont décidé, oui, c'est un citoyen, là, c'est M. Anderson. Il a le droit de contester. Payer des taxes. Oui. Il a le droit de contester cette loi-là. Et ce que j'ai fait. Et le gouvernement du Canada a fait une intervention il y a 3 semaines, très important. Et qu'est-ce que le gouvernement du Canada a dit? Il a dit, 50% plus 1, ça, c'est pas assez. Le gouvernement du Québec n'a pas le droit de tenir un référendum, mais basé sur un résultat de 50% plus 1, de se retirer du Canada. Ils n'ont pas le droit. Et s'il y a peut-être il y a une victoire, peut-être il y aura une victoire de 50% plus 1 ou plus, et peut-être ça va provoquer des négociations avec le gouvernement fédéral, mais le résultat de ces négociations-là ce résultat doit être placé devant les citoyens du Canada en forme d'un amendement à la Constitution de notre pays. C'est ça que le gouvernement du Canada a dit. Ça veut dire exactement? Qui veut dire que s'il y a un amendement à la Constitution proposé par quiconque, gouvernement fédéral ou non, gouvernement d'Alberta, gouvernement du Colombie-Britannique, ils ont des lois provinciales qui disent, s'il y a un amendement proposé, nous, comme gouvernement de notre province, nous devons tenir un référendum sur cet amendement. Mais dis-moi, comment en tout cas, je crois qu'il est un grand fédéraliste, Thomas Mulcair, un avocat de formation, quelqu'un de brillant, en tout cas, je pense qu'il est brillant, peut dire que 50 plus 1, c'est acceptable et que c'est aux Québécois seuls de décider. Oui, c'est une bonne question, ça. Parce qu'il est politicien, mais pas un bon politicien, Ricardo. D'après moi, non. Pourquoi il dit des choses comme ça? Parce que la majorité des sièges du nouveau Parti démocratique, ça vient du Québec, hein? Et ils sont des nationalistes. Fait qu'il va nous vendre pour les votes. Oui. Et c'est vraiment une tragédie. C'est une tragédie pour le Parti nouveau démocratique, qui était généralement, dans les années 30, les prédécesseurs, c'était vraiment des Canadiens. F.R. Scott, par exemple, ils n'accepteraient jamais ce que Thomas Mulcair dit maintenant. Mais il y a un autre facteur. Mulcair va dire, regardons la situation en Écosse. Ils vont avoir un référendum dans 1 an. Et le gouvernement central de Grande-Bretagne a accepté 50% plus 1. C'est ça que Mulcair va dire. Et si c'est bon pour la Grande-Bretagne, c'est pas bon pour le Canada? Mais il y a une grande différence. La différence est ceci. Le gouvernement central du Grande-Bretagne sait très bien qu'ils vont gagner. C'est comme Pierre Trudeau en 80. Hein? Le premier référendum, Trudeau savait qu'il allait gagner. Il n'y avait pas peur. 60% des votes pour le Canada. C'est la même chose en Grande-Bretagne. Et le gouvernement central retient le droit si oui ou non il y aurait un deuxième référendum. C'est avec la permission du gouvernement central. Okay. Ce n'était pas le cas au Québec du tout. Le Québec, comme province, il y a la liberté d'agir. Et le gouvernement en Ottawa n'a rien à dire. Si le gouvernement de Québec veut tenir un référendum, c'est à Québec à décider. Mais, la différence, c'est ceci, le résultat. Est-ce que le gouvernement du Québec a le droit d'agir sur la base du résultat? Et la réponse est non.
Non. Que vaut un référendum ici au Québec? Pas grand-chose. C'est un sondage, pas plus. Si tu veux faire quelque chose vraiment législatif, tu dois être au centre de l'Assemblée nationale et faire adopter une loi. Et si cette loi-là n'est pas constitutionnelle, les juges en Cour suprême vont dire « Non, c'est pas une loi. Tu n'as pas le droit de faire adopter ça. » Et c'est exactement le cas, pour moi, au sujet de la loi 99. Mais c'est pas une loi. Et ça... Elle est illégale. Pas vraiment. Parce que dit des choses, ces choses-là sont fausses, ne sont pas vraies, et les tribunaux vont décider là-dessus. Mais le gouvernement du Canada a déjà intervenu et ils ont dit non, c'est pas acceptable, c'est pas constitutionnel. Et on va voir, les tribunaux vont faire la décision. Mais si je regarde tout ce que vous me dites, M. Keith, advenant qu'il y aurait 51 Montréal, qu'on sait très fédéraliste, jusqu'à Ottawa, pourrait rester avec le Canada. Oui. Les Autochtones restent avec le Canada. Oui. Le gouvernement du Québec doit être au courant de tout ça. Mais et s'ils le font pareil, n'est-ce pas vicieux? Parce que, qu'on le veuille ou pas, on crée des froids, on crée des conflits entre voisins même. Oui. Puis moi, j'ai un gros problème. Par exemple, on est au Canada, je trouve que c'est triste qu'au Québec, notre gouvernement du Québec n'a même pas le courage de mettre le drapeau canadien en avant des écoles. Oui. C'est pour le bien-être de nos enfants. Et on doit les encourager d'être fiers d'être Canadiens. C'est encore pire que ça, parce que on a voulu faire exactement ces arguments il y a 20 ans, pendant le deuxième référendum. Est-ce que c'est nécessaire que la population québécoise sache la vérité? Absolument, non? Mais c'est des dirigeants du comité du non, les fédéralistes, qui ont refusé l'occasion de mettre ces arguments devant la population. Imagine donc. Mais c'est criminel. C'est criminel. Vraiment. C'est les tribunaux qui disent des choses maintenant. Heureusement, Chrétien et Dion ont fait adopter la loi de clarté et Stephen Harper a décidé d'intervenir. Oui, tout ça, c'est bon. Mais au centre d'un référendum, c'est ça l'occasion de parler de tous ces arguments importants et de refuser à des citoyens de faire des arguments maintenant validés par les tribunaux au Canada. Ça, c'est une histoire. Advenant que le Québec se séparait, est-ce que ce serait pas malsain, premièrement, pour l'économie? Le système de santé et d'éducation, on sait que on dit que ça appartient à la province, mais il en reste qu'on a beaucoup d'argent du fédéralisme. Oui. Et le plus important de tout ça, pour le bien-être de nos enfants, est-ce que ce serait enrichissant pour le bien-être de nos enfants? Et même sans séparation, est-ce que c'est pas très malsain pour nos enfants qu'on soit toujours pris avec cette situation que j'entends parler depuis que je suis tout petit? Oui, absolument. C'est ridicule qu'on parle comme ça parce que nous devons agir ensemble. Hein? Nous devons agir ensemble. C'est exactement ça qu'ils font en communauté européenne. Toutes ces nations fonctionnent ensemble. Et moi, je ferais l'argument que les murs économiques sont plus haut ici au Canada qu'en Europe. C'est vrai. C'est ironique, mais c'est vrai. Des petits groupes. Oui. Des nations qui... Et à part de ça, je dirais que les jeunes ont plus d'occasions d'apprendre d'autres langues, surtout l'anglais, au sein de l'Europe, que les francophones ici au Québec ont le droit d'apprendre une langue officielle de notre pays. Les murs sont si hauts ici et ils se rabaissent d'un jour à l'autre en Europe. Mais qu'est-ce que je trouve triste, c'est toutes les études, il y a des études qui viennent de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, même du Canada, démontrent les avantages qu'un enfant apprenne 2 langues à très bas âge. C'est juste des avantages. Qu'est-ce qu'on attend de faire toutes nos écoles bilingues dès la première année? Puis on pourra tourner la page. Oui. Ou, imagine donc, les élites au Québec, les politiciennes, savent très bien que c'est important d'apprendre l'anglais. Est-ce qu'ils ont l'occasion d'envoyer leurs enfants à une école privée en anglophone? Oui, ils ont l'argent à le faire. Mais ils l'ont pratiquement tous fait. Mais le petit gars de
de Chicoutimi, par exemple. Est-ce qu'il a l'argent pour l'école privée? Non. Mais c'est la dictature qui Oui, c'est la tiennent les dictature. enfants dans une école unilingue. Oui. Moi, j'ai même un problème à comprendre pourquoi les Nations Unies n'ont rien fait. Ça n'a aucun bon sens. Pour moi, ils n'ont pas leur juste, c'est sûr. Parce que, suivant les Nations Unies, les parents ont le droit de choisir l'école, Oui. la langue, Oui. la religion. Ici, au Oui. Québec, on dicte. Oui. C'est de la dictature. C'est la pure et simple. dictature. Puis le fédéralisme est comme un autruche avec la tête dans le sable. Oui. Et, Moi, je le vois comme ça. Là. et pour les séparatistes et les nationalistes, c'est plus important. C'est une attitude, on va défendre la culture, on va défendre la langue, mais on ne va pas défendre le bien-être des enfants. Non. Ça, c'est au deuxième rang, absolument. Peut-être au troisième. Moi, je vous encourage à continuer après ma barre parce que j'ai la cause des enfants et des citoyens, mais surtout des enfants à cœur. Et puis, c'est juste des bénéfices. D'ailleurs, même pour les gens de mon âge, ils disent que ça ralentit l'Alzheimer. Alors, ça presse, il faut faire le bilinguisme immédiatement. Pour moi aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter? Je veux juste répéter ce qui m'est arrivé en Europe. Parce que moi, j'ai l'âge d'un grand-père maintenant. Un jeune grand-père. Un jeune grand-père, mais un grand-père. J'étais dans une petite ville en Allemagne. Et il y avait des petits-enfants de 12 ans. Ils m'ont posé une question en allemand. Et je ne comprends pas l'allemand, malheureusement. J'ai dit une phrase. Dann sprachen sie Deutsch. Immédiatement, ces jeunes ont changé en anglais. Ils m'ont posé la question en anglais, parfaitement. Ils ont commencé une petite conversation en anglais avec moi. Pas de difficulté du tout. Et j'ai demandé, où est-ce que vous avez appris ici, au centre d'allemand, un anglais comme ça? En école. Dès la première année. C'est la loi. C'est ça qu'il faut. C'est la loi qu'ils doivent apprendre l'anglais. Il n'y a pas de résistance. Il y a la joie à apprendre l'anglais là-bas. Et c'est la même chose en Italie, en France. Je ne dirais pas que c'est la loi, mais j'ai vu une ouverture à des autres langues incroyable. Et ici, une attitude de défense. Et non. Regarde, j'ai fait plusieurs pays d'Europe, dans la France, la Belgique. J'ai vu des grands enseignes, ça dit stop. Ici, quand le PQ a pris le pouvoir, on peut lui enlever les stops. Ça coûtait beaucoup d'argent pour mettre arrêt. Quand on est à Paris, on dit on va faire du shopping, et on va prendre le bus. Personne fait des chicanes. Non. C'est une tristesse de voir qu'un petit pourcentage de Québécois semble faire la pluie et le beau temps et par le fait même faire des froids entre notre communauté du Québec dans ce beau pays qui est le Canada. Surtout quand on a deux langues officielles, Ricardo. Alors, mettons les langues en premier. En tout cas, moi, je vais me battre à mort. Je te supporte à 100% sur votre projet. Et personnellement, je vais me battre à mort que les écoles soient toutes bilingues dès la première année, car ce n'est qu'une richesse. Et moi, je dirais trilingue. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Puis, trilingue. L'année dernière, j'étais en Chine, j'étais dans un congrès, j'étais en Chine, sur les autoroutes. Les enseignes sont en chinois, en anglais, en dessous. J'étais à Manille. À Manille, pratiquement tout le monde est entièrement bilingue. Oui. Alors, j'étais en Russie, beaucoup de monde parlait l'anglais, je ne sais pas si c'est la règle, mais j'étais étonné. Alors, l'idée ici, c'est de communiquer. Arrêtons cette chicane d'opinion. C'est ça. Keith, mille merci. Continuez votre beau travail pour l'unité canadienne et le bien-être de tous les concitoyens du Canada, mais tout particulièrement pour nos beaux enfants. Grazie tanto, Riccardo. È un grande piacere. Tanti saluti.